Deux grands virtuoses du désenchantement et as du jeu de massacre à l'affiche ce soir de votre premier mauvais genre de l'année 2014. Le premier, Gus Boffa, est une figure mythique de la caricature, de l'illustration et de l'édition d'art en France. Ami de Macorlan, illustrateur de Poe et de Kinsey, homme des ombres poicres et des demi-jours blêmes, de l'angoisse et de la peur, nous l'évoquerons en compagnie d'Emmanuel Polo-Dulian et Jean-Louis Gauthet, auteur et éditeur d'une monographie majeure consacrée à Boffa aux éditions Cornelius. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui vous présente bien évidemment ses meilleurs mauvais vœux pour l'année 2014. Merci d'être chaque samedi ou le plus de samedis possible à l'écoute de votre émission préférée. Nous ferons tout pour ne pas vous décevoir et toujours au bout de 16 années vous surprendre. Pour évoquer ce soir Gus Boffa, je suis avec Emmanuel Polo-Dulian. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avec nous parce que, je le répète, paraît aux éditions Cornelius le livre que l'on attendait, enfin au moins tous ceux qui étaient mobilisés et motivés par Gus Boffa depuis des années, une formidable monographie, à la fois texte à lire, puisque ce genre de livre d'habitude se feuillette ou se compulse, mais là c'est véritablement le roman de la vie de Gus Boffa, aux éditions Cornelius, avec une tonne d'illustrations en couleur, faites avec le soin que vous prêtez comme d'habitude à ce type d'édition. Jean-Louis Gauthet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, dans l'affaire, vous êtes l'éditeur du Gus Boffa. C'est un livre rêvé, j'imagine. En tout cas, je suis celui qui est le plus attendu. Voilà. Puisque vous venez de dire par là qu'Emmanuel Polo-Dulian a pourtant préfacé pas mal de rééditions. C'est une façon de dire que l'auteur a un peu dépassé les délais qui lui étaient impartis, c'est tout. Non, l'auteur a fait beaucoup d'efforts pour aller chercher des documents qui étaient a priori introuvables, voire qui n'existaient pas, et il les a trouvés. Donc je pense que ça méritait cette attente, et après le reste, on va en parler pendant l'émission. Voilà, écoutez, on va en tout cas analyser par le menu et le livre et la vie de Gus Boffa ce soir. Je suis en compagnie également de Philippe Rouillet, tous mes voeux. Bonne année. À quoi a-t-il utilisé ses vacances? Est-ce qu'il a mes DVD? Oui, c'est vrai, il doit y avoir du travail quand même. Même que Jean-Baptiste Toré, lui, n'a pas rangé ses DVD. J'ai acheté des meubles pour ranger les DVD, c'est l'étape précédente. C'est ce qu'on appelle la partition du travail. Bonsoir Antoine Guillot, bien évidemment. Bonsoir François. Présent à Mauvais Genre chaque fois qu'il y est question de bande dessinée ou de graphisme. Emmanuel Polo-Dulian, d'habitude on demande à l'invité, et vous, quel est votre mauvais genre? Chez vous, la chose est déjà faite, il suffit d'aller sur Internet. Il y a d'abord un site dont vous êtes le concepteur et l'animateur, un site sur les excentriques. On trouve là comme la fine fleur, le gratin, la crème du mauvais genre littéraire et artistique. Oui, je me suis intéressé à des écrivains peu fréquentables et qui, à mes yeux, avaient le grand mérite d'abord d'avoir une réputation tout à fait détestable et généralement méritée, et d'autre part, des gens qui ont tellement voulu faire une œuvre littéraire qu'ils ont à peu près perdu de vue tout le reste, tout ce à quoi nous accordons généralement de l'importance, et ils ont réussi à faire de leur vie une catastrophe absolument magnifique, splendide, et à faire de ce désastre qui était leur existence une œuvre. Je pense à Arthur Cravant, oui. Cravant, l'aventurier suisse, comme Blaise Cendrars, je pense au baron Corveau, je pense au malheureux Levet, qui est un poète totalement inconnu. Oui, c'est un personnage étonnant. Il y a aussi le Fernand Fleuret. Fernand Fleuret, qui était un ami de Gus Boffa et qui est un poète très intéressant, qui était un non-conformiste et qui, à force de boire, est devenu totalement fou, paranoïaque, et a fini à l'asile d'où il n'est jamais sorti. Donc c'est le genre de personnage qui m'intéresse beaucoup, avec lesquels je me sens beaucoup d'affinité. Donc on les trouve sur ce site. Non, au contraire, ça vous permet au moins de passer à mauvais genre, ce qui est plutôt une très bonne chose. Oui. Je signale également aux éditions Acharnistes, pardon, ceux qui s'acharnent, c'est ça? Voilà, ceux qui s'acharnent, et avec peut-être un petit jeu de mots sur anarchie. Mais un anagramme d'anarchie. Je signale donc 4 petits volumes de votre encyclopédie à l'usage des indigents, donc des figures singulières que vous avez rassemblées. Il y a les gens
gentilshommes donc d'infortune, il y a les juifs errants, les femmes fatales, les malandrins et les acrobates. Et alors là, c'est un peu le contraire des excentriques, c'est-à-dire ce sont des malheureux dont les vies, certes, ont été une calamité parfaite, mais qui en plus ne sont pas passés à la postérité. Et que je suis allé sortir de l'oubli pénible dans lequel ils étaient tombés. Jean-Louis Gauthier, est-il un excentrique, Emmanuel Polo du Lion, si on en juge par sa veste rose, son pull mauve? Donc je parle de Jean-Louis Gauthier, l'éditeur de Cornelius. J'ai peur là. Non, mais précisez à vos éditeurs qu'il ne s'agit pas de moi. Et vous êtes un excentrique, Jean-Louis Gauthier? Non, je pense pas. Non. Non, je suis assez sage, pacifique, casanier. Et de temps en temps, je trouve à dépenser de l'argent pour faire ce genre de fantaisie. Mais on vous en remercie. Vous êtes plus un dandy qu'un excentrique, car en effet, la chose dont vous nous parlez, eh bien, c'est le magnifique ouvrage sur Gus Boffa, donc, que vous éditez avec Emmanuel Polo du Lion. Gus Boffa, l'enchanteur désenchanté, qui est au cœur de notre émission de ce soir. Voilà, on se posait la question de savoir avec Laurent Polleret, qu'est-ce que peut être une musique selon Gus Boffa, une musique boffaldienne? Eh bien, en définitive, on a pensé que ceci, et en était une, c'est-à-dire la réorchestration un peu catastrophique et déstructurée de la 5e symphonie de Gustav Mahler par le pianiste américain Hurricane, donc un disque qui s'appelle Urlich, Primal Light, qui, à mon avis, correspond tout à fait à cette atmosphère que l'on va découvrir, atmosphère selon Gus Boffa, ce soir dans Mauvais Genre. Je vais me tourner d'abord, plutôt que tout de suite vers Emmanuel Polo du Lion et Jean-Louis Gauthier, vers Jean-Baptiste Toré et notre ami Philippe Rouillet, pour voir votre découverte de Gus Boffa, parce que je pense que le personnage, vous n'était quand même pas connu au point. Non mais je vais vous rassurer, François, mais le personnage m'était totalement inconnu. Voilà. Donc alors, quelle est votre première réaction, vous, donc, d'historien du cinéma, de cinéphile, de face à cet univers graphique et cette inspiration, Jean-Baptiste? Alors écoutez, non, mais en fait, là, en écoutant Mahler, je pense à Visconti, et pensant à Visconti, je pense à l'Italie, et pensant à l'Italie, je pense à Gus Boffa. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand j'ai découvert, parce qu'il y a un éclectisme qui est très important, et pourtant, il y a une même note triste dans tous ces dessins. Voilà, si je devais trouver une sorte d'humeur tonale, vous voyez, du dessin de Gus Boffa, avant, après la guerre, satire, illustration, peu importe, j'ai toujours le sentiment que même quand ça rit, en fait, ou quand ça veut être simplement illustratif ou parodique ou voire ironique, etc., il y a un fond de tristesse qui est là. Je pense que c'est vraiment ça, que le côté italien est vraiment là. Et ça va très très bien, le côté notre association Gus Boffa Dino Rizzi, parce qu'en fait ça travaille le même type de sentiment. C'est que au fond, à chaque fois qu'on soit du côté de l'ironie, du comique pur, voire de la parodie, il y a quand même une espèce de tristesse, voire de mélancolie qui est là très présente. Et d'ailleurs, me semble-t-il, au fur et à mesure de ses productions, de son œuvre, on pourrait dire que l'angoisse, la tristesse va prendre, je ne sais pas si elle va prendre le pas, en tout cas sur le trait et sur le dessin, on sent que c'est une œuvre qui va vers la dépression, vers le noir, vers le gouffre. Ouais, c'est une forme de mélancolie qui s'est muée curieusement en... Peut-être pas de dépression, mais en nostalgie, surtout, je trouve. C'est ça qui est le plus intéressant. Dans Déblai, en tout cas, son dernier livre, il y a l'approche de la mort, mais il y a aussi une forme de nostalgie pour un temps qui est passé, qu'il a connu et puis qui lui échappe.
Voilà la trompette ivre et le violon zigzagant de Mahler selon Hurricane. Philippe Rouillet, alors vous, votre découverte de Boffa. Jean-Baptiste a parlé d'une tristesse italienne. Oui, là j'ai trouvé que le mariage avec Risi était étonnant. C'est-à-dire que les deux, par exemple, j'ai découvert les deux aimant les aphorismes. L'un fait un livre entier qui s'appelle Le Slogan, qui est une illustration des aphorismes. L'autre, on en parlera tout à l'heure, aime en inventer ou en reproduire d'autres, en citant d'ailleurs ses sources. Et moi, j'ai aimé la variété de l'inspiration, comment la vie rentre dans son œuvre. Tout le côté guerre. Alors, moi, je lis le livre, j'allais dire dans l'ordre, parce qu'évidemment, comme je connais pas tout ça, et alors je vois des tas d'illustrations, et je me dis, mais tiens, ça me rappelle Tardy, évidemment. qui finit par arriver à la fin. Qui finit par arriver à la fin, quoi. Et avec des images incroyables. Enfin, des choses qui d'emblée m'évoquent aussi le cinéma gore. Alors chacun va y retrouver. Voilà. Mais il y a cette image assez extraordinaire du boucher là qui propose à l'encan des seins de femmes, et en fait, je me suis aperçu que je vais connaître Boffa sans le savoir, une sorte de Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'il a les auditeurs qui croient ne pas le connaître ont certainement croisé des dessins de lui, parce qu'il a tellement, d'une part, inspiré, et puis d'autre part, ses dessins sont finalement tellement connus, enfin certains, qu'on les a forcément vus et appréciés avant de savoir qu'ils étaient de lui. Antoine Guillot, alors votre réaction de vos deux collègues? Moi, j'ai surtout eu beaucoup de plaisir à lire ce livre, parce que j'ai eu une découverte très étrange de Boffa. Moi, je l'ai vu apparaître au début des années 2000. C'est un nom que je connaissais comme ça, mais sans trop savoir qui c'était. Je l'ai vu apparaître au début des années 2000 avec ses premières rééditions qui sont arrivées, notamment Slogan, Malaise, qui sont des synthèses littéraires. Alors, qui sortent, si on parle notamment de Slogan ou de synthèse, mais même les autres, Slogan, synthèse étaient sortis aux éditions Cornelius déjà, mais les autres étaient édités par Le Seuil, c'est-à-dire par des maisons qui avaient accompagné ce mouvement dont on parle maintenant depuis plus de 20 ans, 25 ans, de la dite nouvelle bande dessinée, en tout cas de cette génération qui arrivait dans les années 90. Et donc on a été un peu habitué à cette utilisation d'un trait assez ondulant, pouvant se passer d'ancrage par exemple, étant au crayon gras, un peu charbonneux, comme ça. Et puis tout d'un coup on voit arriver Gus Boffa chez ces éditeurs-là, donc moi j'ai acheté en me disant tiens, c'est encore un nouveau de la bande, quoi. Après Blin, Dupuis et Berberian, après Nicolas de Crécy, il y a Gus Boffa qui arrive. Et on regarde les dessins, on se dit oui, évidemment, ça nous parle. Enfin, c'est le même univers graphique. Il y a une évidence de lisibilité, c'est le trait de l'époque, quoi, vraiment qui est là. Puis après, on regarde un peu les jaquettes. Et on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Cet homme aurait vécu dans les années 20, aurait fait la Première Guerre mondiale, ça l'aurait marqué à jamais, etc. Parce que maintenant, il faut le dire, enfin, plus personne ne connaît vraiment Boffa. Il faut être allé à l'exposition qui a eu lieu à la Saïta au début des années 83, je crois. 90, je crois, au musée de la Saïta, même. Non, oui, c'est au début des années 80. Au début des années 80. Enfin voilà, faut avoir été très attentif, ou alors avoir eu un père bibliophile pour avoir croisé Gus Boffa. Donc voilà. On lit ça, on se dit oui, bon d'accord, c'est peut-être plus ou moins fantasmé, puis on voit arriver ces livres les uns après les autres qui s'inscrivent quand même, en tout cas dans l'univers qui est décrit, puisqu'il parle beaucoup de son époque aussi, dans les années 20, 30, jusqu'aux années 40, 50. Et il y avait pour moi un grand mystère de qui était cet homme si génial dans le dessin, dont personne n'a jamais entendu parler. Et tout d'un coup, on le découvre chef de file très important d'un mouvement artistique très important, qui est le Salon de l'Araignée. On découvre un univers socio-économique qui est celui des livres d'art, où tout d'un coup on se rend compte que les bourgeois à l'issue de la Première Guerre mondiale ne savent plus où mettre leur argent, tout est détruit, l'or n'a plus cours, enfin tout fout le camp. Heureusement on crée un nouveau produit dans lequel on peut investir et stocker, non plus dans un coffre mais dans sa bibliothèque, ça donne un certain prestige social, et puis on peut toujours le revendre quand les choses vont mal. Et des gens qui viennent du milieu du dessin humoristique tout d'un coup se disent on peut faire quelque chose d'autre dans le dessin. On a l'impression qu'on nous parle
la génération qu'on connaît des dessinateurs qui se disent on peut faire autre chose que de la BD cartonnée 48 pages en couleur et commencer à faire œuvre d'artiste parce qu'il se passe autre chose. Donc pour moi, ce livre m'éclaire absolument sur l'univers et me permet en plus de comprendre des livres que je trouvais très beaux, très intrigants, très angoissants, sans savoir exactement pourquoi et ce qu'ils me racontaient vraiment. Donc merci à vous. Alors l'opaque mystère sur l'identité, la vie, l'influence et l'art de Gus Boffa est dissipé grâce à ce livre d'Emmanuel Polo-Dulian paru aux éditions Cornelius, livre qui vient couronner toute une série de rééditions et de préfaces, d'études donc parues de cet auteur au fil des années. On va maintenant s'intéresser plus directement à la vie de Gus Boffa, puisque en définitive c'est le fil rouge qui mène tout votre propos. Emmanuel Polo-Dulian, c'est une biographie, et je le répète, c'est un livre qui se lit véritablement comme une biographie, c'est le roman de la vie de Boffa, ça n'est pas un ouvrage de pure érudition, ça n'est pas une sorte de théorie de ce qu'il est, mais c'est sa vie. Et c'est tout à fait passionnant. Sa vie, on va la découvrir notamment en échangeant avec vous, mais également avec lui, puisqu'il a été l'invité de quelques émissions de radio, notamment du Bureau des Rêves Perdus. Et on va écouter Gus Boffa tout au long de cette émission, non pas réagir à nos propos, mais en tout cas témoigner de certains moments de sa vie importants. Alors, il est né en 1883 à Brive-la-Gaillarde. Son vrai nom, c'est Gustave Blanchot. Et évidemment, il ne naît pas dans une famille d'artistes, quoique, il naît dans une famille de militaires, mais d'une famille de militaires un petit peu particulière. Oui, c'est-à-dire qu'il naît dans une famille qui est l'alliance de deux familles, l'une bonapartiste, l'autre royaliste. Son père est un colonel, son grand-père était un colonel, et son grand-père était une sorte d'aventurier qui a beaucoup marqué Gus Boffa. Et il a eu beaucoup de respect et de curiosité pour cet ancêtre qui a défier l'autorité militaire, qui a probablement vu sa carrière un peu écourtée pour des raisons politiques et qui a vécu véritablement des aventures. Est-ce qu'une des thématiques de Gus Boffa, qui rejoint celle que développera plus tard Pierre Macorlan, c'est quand même l'impossibilité de l'aventure dans notre monde moderne. Lui-même, ayant été bercé du récit des aventures coloniales de son grand-père, des aventures de son père pendant la guerre de 1870, a longtemps pensé qu'il devait être militaire. Comme Winston Churchill, H.G. Wells ou quelques autres, et Valéry Larbaud, il a joué aux petits soldats, il avait des soldats de plomb avec lesquels il organisait des batailles sur le sol de sa chambre. Et puis, au cours de sa jeunesse, il a commencé à lire toute la littérature qui était née du service militaire obligatoire. À partir du moment où les enfants de la bourgeoisie ont été appelés à faire leur service militaire, certains en sont revenus, ils ont décrit leur expérience dans des livres. On pense notamment au livre de Georges Courteline que Gus Boffa a bien connu par la suite, et ça ne leur a pas plu. Et ils ont donné, parce que l'armée c'était bien pour les fils de paysans, d'ouvriers. Bon. Comme ascenseur social, quoi. Voilà. À partir du moment où vous y êtes vous, c'est moins amusant. Voilà. Et donc il a lu ces livres et il s'est rendu compte, malgré son jeune âge, qu'il avait un désir d'indépendance, de liberté qui était inconciliable avec la vie militaire. Donc il a renoncé à ses rêves de gloire. Alors on va écouter Boffa, justement, évoquant ses origines familiales et notamment cette lignée de militaires prestigieux qui est celle de sa famille. Je suivais mon père dans ses garnisons. Ça m'a fait changer 2 ou 3 fois de ville, mais toujours dans le Midi. Puis je suis venu à Paris, j'avais 8 ans. J'étais destiné au métier militaire parce que ça est celui de mon père et de mes ancêtres depuis des temps considérables. J'étais parfaitement destiné à devenir un colonel un jour, comme tous mes ancêtres. C'était le rêve du général victorieux et glorieux, et qui m'était excessivement agréable. Je pensais simplement à me transformer spontanément, sans perdre mon âge de 8 ans ou de 9 ans, en un général ou un chef.
Je construisais mon rêve avec un soin méticuleux. Et une fois construit ce jeune homme-là, je le vêtais d'un uniforme à ma façon, avec énormément de dorure et de goût. Et puis je partais en direction de la gloire par un chemin quelconque que j'inventais au fur et à mesure, parce que ce rêve était polymorphe, et que chaque jour où je le reprenais d'une façon différente, qui était suggérée par un petit événement. Et je repartais sur ce même rêve-là. L'essentiel était d'arriver sans perdre jamais la face, c'est-à-dire sans lâcher un petit détail, un détail fâcheux qui aurait tout cassé, et d'arriver à une gloire parfaite, à un courage énorme, à une manifestation extérieure très, très spectaculaire. Si je trouvais le moyen en chemin d'installer dans l'action une jolie femme qu'il fallut aider, ça satisfaisait de vieilles traditions que j'avais instinctivement, de galanterie et de courtoisie française. Mais enfin, je montrais toujours, c'était l'essentiel, une grandeur, une noblesse, un courage immense. Et même après la victoire, alors une modestie à toute épreuve. Voilà, Gus Boffa, digne héritier d'une lignée de militaires valeureux, mais qui ne mord pas tant que ça à la discipline, et notamment à la discipline scolaire. L'homme est intelligent, le jeune homme est cultivé, mais redoutablement frondeur. Il s'en souvient toujours en 1954 dans ce bureau des rêves perdus. J'ai eu des rêves scolaires qui coïncidaient toujours avec des malentendus qui étaient constants entre moi et l'administration ou le personnel enseignant, qui se terminaient naturellement à mon désavantage, parce qu'ils étaient couverts comme les maîtres d'armes par un plastron qui les empêchait de recevoir les coups. Alors c'était moi qui étais collé et non pas eux. Je passais ces longues heures de colle à rêver indéfiniment une vengeance plus raffinée vis-à-vis des professeurs. Je me révélais brusquement par une réponse pertinente. Je me révélais le seul élève qui avait compris quelque chose à la question du professeur, qui avait compris quelque chose au texte. Et puis, alors s'engager des dialogues infinis avec le professeur, où je brillais de telle façon que ce temps était ébloui, et qui ne savait plus comment tenir son rôle de professeur. Il y a un élève aussi doué. C'est le rêve de Big la Mirandole. Emmanuel Polo d'Ullian, ce fils de militaire, rêveur, frondeur, comment s'achemine-t-il peu à peu vers le dessin? Parce qu'avec Antoine Guillot, on a été frappé justement d'une chose, c'est que brusquement, il va chez les directeurs de journaux, les directeurs de publication, avec le sourire, avec des dessins, mais et brusquement tout ça se met en route, mais pas tout de suite. Mais quelles ont été son première approche des arts plastiques et graphiques? Alors, déjà, il y a quelque chose de très important dans les extraits que nous venons d'entendre, c'est le rêve. Boffa est quelqu'un qui a toujours considéré qu'il n'y avait aucun mal à rêver sa vie au lieu de la vivre. Et c'est ce qu'il a fait en grande partie. Quand il était enfant, il était le dernier d'une très grande famille, donc il était assez solitaire. Donc il jouait seul au fond du jardin et il inventait des jeux tout à fait curieux, dont l'un, par exemple, consistait à chaque fois qu'il y avait un invité chez ses parents qu'il ne connaissait pas, il l'emmenait au fond du jardin, et là, il avait fait un petit cimetière miniature, et il ajoutait une tombe au nom de l'invité, pour lui montrer qu'il l'accueillait. Il va de soi que les invités ne comprenaient pas bien la délicatesse du geste, ça se passait mal. Donc c'est quelqu'un qui rêvait. Et le dessin est quand même une activité qui convient aux solitaires. Vous êtes devant votre feuille de papier, votre crayon à la main, et vous transposez vos rêves sur le papier. Ce qui est assez fascinant avec Gus Boffa, c'est que c'est un autodidacte. Il n'a jamais suivi aucun cours de dessin, il n'est pas allé à l'école des Beaux-Arts, il a commencé à dessiner seul, comme tous les enfants, sur du papier, sur ses cahiers à l'école, etc., etc. Et il s'est trouvé que quand il a renoncé à présenter le concours de Saint-Cyr, pour apaiser sa
famille, et puis aussi parce qu'il avait découvert que les demoiselles étaient quand même des créatures extrêmement intéressantes, mais qu'il fallait un peu de sous. Donc il avait besoin de montrer qu'il pouvait gagner sa vie et pour assurer ses parents et pour vivre sa vie de jeune homme. Or, à cette époque, un débouché extrêmement simple, c'était d'aller proposer des dessins aux journaux illustrés. Les journaux illustrés avaient besoin de beaucoup de dessins, et donc c'était tout à fait des gens comme Pierre Corlan aussi ont commencé comme ça. Et il s'est aperçu qu'il pouvait vendre ses dessins, que ça ne rapportait pas énormément, que c'était assez facile à faire et que ça rassurait sa famille. Il donnait l'impression qu'il avait un avenir. Ce qui était faux, mais enfin... Jean-Louis Gauthier, les premiers dessins de Boffa, c'est quoi? Parce qu'il a 17 ans, il est élève à Henri IV, il sait qu'il ne fera pas Saint-Cyr, donc il ne répondra pas à la volonté familiale. Qu'est-ce qu'il propose au directeur de journaux? Déjà, il propose des dessins qui sont souvent des dessins sans légende, ou alors dont la légende peut être changée à l'envi par le rédacteur en chef. Dans certains cas, c'est même dans la rédaction qu'on écrit légende, où il y a un stock de légendes, on trouve un dessin à coller. Donc, en soi, c'est vraiment purement utilitaire. Ensuite, dans ce qu'on présente dans le livre, il y a des dessins qui sont des dessins qu'il a... Donc là, on est dans les années 1800. Là, on a 1900. 1900, ouais, c'est voilà, ça. c'est ça, la belle époque. Ouais. Ouais. Il naît de 83, donc il a 17 ans. Voilà. Donc on est en 1900. Là. Et je crois que dans le livre, on présente des dessins qui datent de 88 ou 87, qu'il a fait en classe et qu'il a collé dans un cahier. Et ce qui est amusant, un cahier auquel il a donné un titre. Donc il a déjà constitué en fait un livre, avant même de savoir qu'il serait dessinateur ou professionnel. C'est toujours amusant. Donc le premier dessin, oui, c'est dans la risette ou le sourire, je ne sais plus. Et voilà, c'est ce que je vous disais, ce sont des dessins qui sont purement utilitaires. Après, qu'il ait commencé aussi jeune, c'est pas quelque chose de spectaculaire. C'était pas rare que les gens commencent à cet âge-là, voire plus jeune. Hein. Beaucoup d'illustrateurs de cette période, jusque même dans les années 60, ont commencé avant 20 ans. C'était, par exemple, pour prendre quelqu'un de plus contemporain, c'était le cas de Giraud. Voilà, il a commencé aussi très jeune à travailler dans la presse. Alors, on voit quand même que Emmanuel Paulot du Il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, c'est que ces dessins ne sont pas exceptionnels par le style, mais par le ton. Par exemple, un de ses premiers dessins représente un cheminot, un vagabond qui s'est pendu à un arbre au-dessus d'une mare. Il en a eu assez de l'existence, il se pend. Et ce cheminot se tient pendu, les mains dans les poches, et dit « Il ne manquerait plus que la branche casse et que je chope un bon rhume ». Le ton est déjà assez curieux pour un jeune homme de 17 ans. Il y a quelque chose déjà d'assez noir. Et au point qu'il existe un numéro du Sourire où la rédaction tient à préciser que l'auteur de ces dessins n'a que 17 ans et que ce n'est peut-être pas normal qu'il ait une telle maturité. Une telle noirceur d'âme. Voilà, alors, oui. donc Gus Boffa a 17 ans, il s'oriente vers le dessin en démarchant spontanément et tout seul les directeurs de publications aussi éminentes que Le Rire, le Sourire. Et puis, brusquement, puisque sa vie va être cassée par la Première Guerre mondiale et son corps également, il s'oriente, Antoine Guillot, vers la publicité, vers le graphisme utilitaire, là on peut le dire, pour reprendre l'expression de... Oui, enfin, il faut quand même parler de la guerre parce que... Non, mais là, on va y venir à la guerre, mais avant la guerre, il y a quand même un Gus Boffa qu'on découvre, important. D'abord, oui, qui s'épanouit dans la publicité. Voilà. Mais qui lance les affiches Gus Boffa, qui va être à partir de là très impliqué aussi dans le milieu du théâtre. Il va se retrouver faire beaucoup d'affiches de Dranem, comique troupier de l'époque. Il va être à l'Eldorado, etc. Mais il y a un talent, effectivement, de publicitaire et d'affichiste
où en même temps on sent qu'il va presque un peu contre sa nature profonde, justement, un peu déjà triste et un peu critique de la société, où pour faire une bonne affiche publicitaire, il faut quand même délivrer un message assez positif. Et on a l'impression, à bien regarder ces affiches, que le message est toujours un peu entre deux. Il y a quelque chose de très étonnant, par exemple. C'est l'illustrateur officiel d'un fabricant et vendeur d'automobiles de luxe, Charon. Il va faire les catalogues, et qu'est-ce qu'il va faire pour vendre ses automobiles? Il va faire encore un vagabond. Voilà, Tom Charon. Tom Charon, qu'on va retrouver régulièrement en travers de la route, manquant de se faire écraser par les voitures. C'est quand même un esprit déjà assez tordu de vendre par l'inverse, d'une certaine manière. Emmanuel Polo du Lion, effectivement. Il ne manque pas de se faire perturbe un peu écraser. Il se fait écraser par la Charon. Et il est là, souple, légère, silencieuse, mais oui, c'est une Charon. Et Gus Boffa détestait l'automobile. Et il y a quelque chose qui est très étonnant dans les publicités Charon, c'est qu'il ne montre jamais ces fameuses automobiles Charon, ou il les montre telles que Tom Charon les imagine, c'est-à-dire comme un dessin d'enfant ou comme quelque chose qui serait sur un écran de cinéma, c'est-à-dire quelque chose de extrêmement schématique, irréel. Mais il a fait des choses insensées. Il avait suggéré à Félix Potin voulait une publicité pour les primeurs. Qu'est-ce que fait Gus Boffa? Il montre un arbre avec des pendus qui tirent la langue. Les primeurs, Félix Potin. Il soit que Félix Potin n'a pas été amusé du tout et n'a pas pris la publicité. Alors que Charon les a prises, c'est ça qui est assez Charon formidable. les a prises pas très longtemps. Ça n'a pas dû durer très très longtemps. Et je pense parce que Boffa démontre, c'est très intéressant si vous suivez les publicités Charon, en fait, Boffa met en scène un personnage de vagabond qui est un autoportrait. C'est un des rares autoportraits, peut-être un des seuls autoportraits publicitaires qu'on connaisse. Et ce vagabond rêve qu'un jour il possédera 1, 2, 3, 4, 5 automobiles Charon. Et il rêve vraiment, il est allongé au pied d'un arbre, il rêve qu'il passe au volant d'une automobile Charon et qu'il se voit en train de dormir au pied de cet arbre. Et en fait, ce que Gus Boffa démontre, c'est que vous n'avez pas besoin d'une automobile pour être heureux. Donc c'est vraiment de l'anti-publicité. Et il va de soi qu'au bout d'assez peu de temps, les automobiles Charon sont revenus à une publicité plus normale, avec un dessin classique, avec les modèles de voitures bien représentés dans le moindre détail, et avec de belles comédiennes pour vendre ses autos. Mais Emmanuel Polo du Lion, évidemment, c'est un cas, Boffa, là. Il n'est pas du tout caractéristique d'une époque. Il fonctionne par rapport à d'autres graphistes, c'est comme une communication très particulière pour l'époque. Non, mais Boffa, affichiste, a été influencé par Capiello, qui était un grand affichiste et qui avait fait une affiche extrêmement frappante où c'était une Amazone verte qui était montée sur un cheval rouge. Et c'est la première affiche fauve. Et l'idée de Capiello, c'est qu'il fallait un dessin simple, des couleurs très frappantes, de façon à ce qu'on voit, que l'affiche tire l'œil. Boffa est dans la lignée de Capiello, sauf qu'il a un dessin qui vient des journaux humoristiques, et sauf que il s'arrange toujours pour raconter une petite histoire, pour parler de tout à fait autre chose que ce qu'il est censé vendre. Il a inventé pour le miroir Brault, qui avait un modèle de miroir à 3 panneaux qui permettait de voir de face, de dos sur le côté. Il a inventé un personnage de petit dandy accompagné d'un chien, comme Tom Charon. Le chien d'ailleurs ne quittera plus ses personnages. Ce chien parle. Ouais. Et donc, ça n'a aucun rapport, en fait, avec le miroir, mais c'est très amusant. Et vous
pouvez suivre les aventures de ce petit personnage de numéro en numéro. Jean-Baptiste. Mais justement, alors il y a quelque chose qui est, vous parlez du chien, et un des fils rouges de sa vie et de votre livre, c'est oui, alors, la question des animaux et des chiens. C'est que vous dites notamment l'aversion qu'il a à l'égard notamment des fables de La Fontaine. Il a un rapport extrêmement violent contre l'anthropomorphisation, il déteste ça. Et il y a aussi donc ce petit chien. Alors quelle que soit la noirceur des situations, des personnages, de ce qui leur arrive, là j'ai les résignés par exemple sous les yeux, cette espèce de proto-Milou, on pourrait dire. Oui, non, c'est Milou. Voilà, quel est le statut de... On a l'impression qu'il y a un invariant, un des invariants du style du style Boffa, par-delà les décennies, par-delà ce qui lui arrive physiquement, intellectuellement, intimement, etc. C'est la présence de ce petit chien. C'est quoi ce petit chien? Alors, ce petit chien, c'est selon Pierre Macorlan, qui, quand il s'agit de Boffa, il faut l'écouter, parce que c'est sans doute la personne qu'il a le mieux connue. Macorlan explique que c'est un gage d'honnêteté. C'est-à-dire que le chien, chez Boffa, c'est un être sincère, c'est un ami sincère, c'est un animal, donc il ne va pas comme l'homme inventer des billevesées, il ne va pas inventer Dieu, il ne va pas inventer la morale, le chien vit sa vie de chien et ça lui suffit. Donc, Boffa préfère de beaucoup les animaux aux hommes. Il va faire un livre qui s'appelle Zo, uniquement pour démontrer que l'homme est un salopard fini, qui ose faire porter le poids de ses défauts sur les animaux. Il va dire bête comme un âne, alors que c'est pas vrai, un âne c'est très intelligent, tandis qu'un homme... Et il va expliquer que le singe... il a un dessin extraordinaire qui représente un singe en smoking. Ouais, et il explique on dit que l'homme descend du singe, mais que jamais le singe n'est tombé aussi bas. Et il détestait les zoos, il vante les parcs américains parce que les ours sont en liberté et qu'au moins ils ont la possibilité de dévorer les touristes, c'est ce qu'il trouve formidable. Il n'aimait pas la corrida, et il trouve qu'il admire beaucoup les animaux du fait de leur franchise, si j'ose dire. De fait, oui, ils vivent sans se poser de questions et sans inventer des théories et des choses qui n'ont pour justifier leurs peurs, leurs angoisses, etc. Alors, donc Boffa, que l'on peut découvrir sur le site que vous animez, Manuel Polo du Lion, que vous pouvez trouver bien sûr en lien sur le site de Mauvais Genre sur France Culture, ce qui fait que tout en écoutant notre émission, mais vous pouvez découvrir et voir les images dont nous parlons, et puis avant évidemment d'acheter le Gus Boffa, l'Enchanteur des gens chantés, aux éditions Cornelius. Alors, vous avez parlé de Pierre Macorlan, c'est vrai que c'est le jumeau stellaire, le frère, le grand partenaire dans la vie de Gus Boffa. On l'écoute nous raconter sa rencontre avec Monterland avant la Première Guerre mondiale. Macorlan. Pas Monterland. Mais j'ai remarqué que le climat de Montmartre n'était pas un climat sain. C'est un climat très sain pour les gens qui veulent cultiver leur petit jardinet ou vivre en entier, mais c'est pas un climat sain pour les artistes. Ils vivent trop ensemble, trop en promiscuité. C'est une chose dont on ne se rend pas assez compte, et la promiscuité est un inconvénient terrible, un danger de la vie actuelle, et ça a tout le temps été un inconvénient terrible. Il ne faut pas vivre en promiscuité. Et j'ai souffert de la promiscuité au lycée, j'en ai souffert effroyablement au régiment. J'ai pas le sens de la camaraderie du tout et du copinage. J'ai besoin d'une sélection très grande, d'un tri très soigneux avant de nouer des amitiés, parce que j'ai un grand respect pour l'amitié et j'ai toujours été un excellent ami et j'exige beaucoup de mes amis. Mais le camarade, le monsieur pour lequel on a réellement aucune espèce de sympathie et avec lequel on vit couramment, réellement on perd son temps, est un des gros inconvénients de certains métiers, comme le métier de gens de théâtre, de gens de cinéma, qui vivent continuellement ensemble, comme des potaches, comme des moines. Ce sont des agglomérations d'humanité et qui perdent leur personnalité.
Voilà, Gus Boffa au bureau des rêves perdus, présentant justement cet univers de Montmartre, et non pas encore Macorlan qu'on entendra un peu plus tard, car Gus Boffa se méfiait de la bohème, se méfiait de l'univers des communautés d'artistes, grands solitaires, grands francs-tireurs, hommes solitaires, et donc il avait peu de goût pour les fréquentations montmartroises. Gus Boffa, en 1914, va rencontrer son destin, on peut le dire, puisque il va être frappé de plein fouet par la Première Guerre mondiale. Voilà, Magister Nuns par le groupe Fils pour ouvrir à l'évocation de Boffa et de la Grande Guerre, puisque quand la Grande Guerre le cueille en 1914, Emmanuel Polo Dulian, il a une petite trentaine d'années, c'est un graphiste, affichiste reconnu, qui a un atelier qui fait Florès, il est plus ou moins directeur artistique de toute une série de publications, c'est un personnage en vue du milieu artistique parisien, et là arrive la Première Guerre mondiale, et là on peut dire qu'elle est pour Boffa l'occasion non pas d'une révélation, puisqu'il avait déjà en lui cette noirceur, cette solitude, ce pessimisme qui était violent, mais qui de la latent va devenir tout à fait actif, puisqu'il ne sortira pas de la Première Guerre mondiale intact. C'est-à-dire que, effectivement, en 1914, c'est un grand jeune homme sportif à qui tout réussi et qui, paradoxalement, vit dans une solitude complète. Il mène une vie tout à fait curieuse où il travaille la nuit, le jour il passe sa journée à dormir au hammam, il ne connaît pratiquement personne. Je pense qu'il doit bien avoir des relations féminines, mais la seule femme dont il parle, c'est sa femme de ménage qu'il n'a jamais rencontré. Il le dit qu'il ne l'a jamais rencontré. Non, il ne l'a jamais rencontré. Non, c'est lui qui le dit. Oui, c'est ça. Il ne l'a jamais rencontré. Il a le besoin de le préciser. Il le précise et qu'il regrette énormément de ne jamais l'avoir rencontré parce qu'elle lui a écrit quand il était à l'hôpital. Et donc, il part à la guerre avec une certaine curiosité, puisque son père, son grand-père ont fait la guerre, ça le titille de savoir comment lui va réagir. Et là, il a une révélation qui est assez pénible, c'est que vous pouvez être grand, costaud, courageux, parce que c'est un homme très courageux, et en fait, dans la guerre moderne, ce que Macorlan appelle avec beaucoup de justesse la guerre d'usine, vous n'êtes rien. Vous ne comptez pas et surtout, vous ne pouvez rien faire. Votre sort ne dépend plus de vous. Vous êtes simplement en train d'attendre qu'un obus vous tombe dessus et que vous soyez éparpillé. Donc, il participe à quelques combats dont il fait une description qui est absolument effrayante. Il raconte notamment une charge à la baïonnette face à des mitrailleuses allemands, et un détail passionnant, c'est qu'il décrit l'herbe qu'il lui file entre les jambes, ce qui montre qu'il court la tête baissée pour ne pas se prendre une balle.
Il finit par être très grièvement atteint en décembre 1914. Une rafale de mitrailleuses allemandes lui fauche les 2 jambes. On l'envoie à l'hôpital. Là, les médecins, pour aller vite, et puis bon, qu'est-ce qu'il faut, décident de lui couper une jambe. Lui dit non. Il tombe sur un chirurgien un peu plus capable et compréhensif que les autres, qui va lui sauver cette jambe. Mais il va passer plusieurs années allongé, incapable de marcher. Et quand il pourra enfin se remettre debout en 1917, si mes souvenirs sont bons, il a une jambe plus courte que l'autre, il a une énorme chaussure orthopédique, il est invalide à 65% à peu près, ça veut dire qu'il ne peut plus faire de cheval, il ne peut plus courir, il ne peut plus nager, c'est tout un pan de sa vie qui disparaît. Et surtout, il est infirme, et ça, il ne le supporte pas parce qu'il ne supporte pas d'inspirer la pitié. Mais Jean-Louis Gauthier, est-ce que cette expérience donc radicale de la guerre, cette invalidité qui est la sienne au sortir de 1918, comment influe-t-elle sur son travail de dessinateur? Est-ce qu'il y a un nouveau Boffa dessinateur, graphiste qui sort de l'expérience de la guerre? En tout cas, c'est ce qu'on peut constater en regardant les publications. C'est très difficile d'imaginer ce qu'il a pu éprouver et à quel point ça a pu le transformer. D'une part, parce que c'était un homme quand même assez pudique, donc il s'exprime peu sur le sujet. Et quand il y revient dans ses œuvres postérieures, c'est toujours sous forme métaphorique ou par des allusions, mais c'est jamais très direct. C'est pas quelqu'un qui est dans le pathos. Il se met pas en scène sous cet angle-là. Dans Solution Zéro, qui est un livre plus ou moins autobiographique, il reste malgré tout évasif en fait. C'est pas cet ancien combattant qui va se glorifier de son malheur. Justement, il entre en lutte contre toute cette image du poilu, soit un poilu rayonnant d'héroïsme, soit au contraire une espèce d'animal traqué. Il fait de la guerre plutôt une sorte de phénomène quotidien, ennuyeux, laborieux et mortel. Il faut aussi voir que sa plus grande expérience de la guerre, elle se passe sur un lit d'hôpital. Donc il y a, c'est aussi tout le, c'est pas le paradoxe, mais c'est ce qui est aussi, je pense, très important dans l'expérience de Boffa, c'est que c'est une expérience qui, après ce que disait Emmanuel, cette description des combats qu'il a déjà horrifiés, il est condamné pendant plusieurs années à rester statique. Pour quelqu'un... Il dessinait couché. Alors, il dessinait. Il dessinait. Là-dessus, je ne sais pas s'il a tant dessiné que ça. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que de cette expérience, il fait des dessins, puis un livre. Donc, c'est des dessins quand même assez durs. Et le livre, le recueil s'appelle Chez les Toubib. Plusieurs de ces dessins ont été censurés. Et ce qu'il décrit là, évidemment, c'est ce qu'il a sous les yeux. Il évacue complètement les combats, il se concentre juste sur l'hôpital militaire et la façon dont le poilu est traité. Et là-dessus, il dresse en creux, en fait, un panorama des mythologies qui vont se créer, qui sont en train de se créer et qui vont se créer par la suite autour des poilus, avec le poilu sympa, le poilu glorieux, Bonheur, le poilu, etc. Goguenard. Oui. Il a déjà anticipé toutes les caricatures et toutes les légendes qui vont se créer autour des soldats. Ce sont les années dites de la baïonnette, Antoine Guillot. Voilà, mais qui sont aussi contemporaines de la guerre. C'est-à-dire que les dessins qu'il fait pendant la guerre même et qu'il va en faire après donnent un ressenti du vécu du soldat, de sa fatigue, effectivement, et de son fatalisme. Mais je crois que... hormis la guerre qu'il a pu le marquer dans sa chair comme ça, il se passe quelque chose de très étonnant, c'est qu'après la guerre, on sent qu'il n'a plus envie de faire rire. C'est-à-dire que déjà, il avait des prédispositions avant qui faisaient que ça l'enchantait pas tant que ça, mais il fallait bien manger, donc on fournissait des dessins humoristiques, entre guillemets, à l'époque. Sauf que les humoristes, pendant la guerre, se sont considérablement déconsidérés. Le problème, c'est que cette image du poilu rigolard, etc., est contemporaine même de la guerre et fait partie du bourrage de crâne dont Gus Boffa a horreur. Et on sent qu'au lendemain de la guerre, elle ne peut plus appartenir à ce monde-là. C'est une cassure, mais ça, c'est évident. Mais de toute façon, cette blessure, je m'excuse de le dire comme ça, mais elle l'a aussi révélé à lui-même. Ça se retrouve dans son dessin. Il ne dessine plus pareil. Il y a vraiment une étape qui est franchie à ce moment-là. Et alors, le fait qu'il change de dessin s'explique aussi par le fait qu'il change de support.
travaille plus pour des affiches, il va travailler pour la presse. Donc ça, quand même, ça induit quelque chose techniquement dans le dessin. Mais effectivement, c'est pas que l'inspiration, c'est aussi le trait. C'est quelque chose de global. L'homme est transformé. Alors justement, avant-guerre, disons le Boffa d'avant la Première Guerre mondiale, on peut dire qu'il est emblématisé par Tom Charon, cette espèce de grand personnage dégingandé, rigolard avec son petit chapeau de clochard rural. Bon, c'est vrai. Et après la guerre, on change complètement de figure emblématique puisque c'est l'époque de Roll Mops. Et là, Roll Mops, c'est un petit personnage rond avec des yeux ébahis, un peu, on ne sait pas s'il est sidéré ou abruti. C'est le visage du cri. Voilà, on est rentré dans un autre monde qui est le monde des mutilés, qui est le monde des gens effarés par la guerre. Alors, Roll Mops, en fait, est un roman autobiographique et Roll Mops, c'est Gus Boffa. Quelle année? Ah, ça, 1919. Juste après la Première Guerre mondiale. Et à travers lui, Boffa dresse un portrait de la génération de la guerre, dont il explique qu'en fait, si elle est partie comme ça à la guerre, c'est que l'éducation nationale lui avait appris à être obéissante. Et que la génération de 14 est une génération de gens qui obéissaient à ce qu'on leur disait, qui donc sont partis se faire tuer. Et alors, je reviens sur Chez les Toubib, qui est un livre extraordinaire, parce que c'est aussi le seul témoignage dessiné autobiographique qui était fait par un blessé qui raconte son expérience à l'hôpital et qui montre que l'hôpital militaire, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on prétend à l'époque, des médecins dévoués, des infirmières charmantes et des blessés souriants qui ont un bras en écharpe. Et les marraines aussi. Et des marraines. Les marraines. Et Boffa rejoint là le témoignage de quelqu'un comme Blaise Cendrars. Qui lui a amputé. Voilà, qui avait dit à l'hôpital, les infirmiers m'ont fait les poches, les médecins m'ont fait le bras. Et c'est exactement ce que pense Boffa, c'est exactement ce que pensent beaucoup de soldats qui sont passés par là. McCorland, se réveillant après son opération dans la salle avec les instruments, les bistotoris, pense qu'il est en face de la machine à décerveler du père Ubu. On parle d'amputation comme principe de précaution. C'est-à-dire que c'est ce que vous racontez. C'est-à-dire que les médecins se disant, la gangrène, etc., on coupe à la hache. Hein, voilà. Ce qui en plus rend quasiment impraticable l'utilisation de la prothèse, et on fait ça en série, quoi. Et c'est totalement effrayant. Donc il y a l'expérience, le cauchemar du front, où il découvre en quelque sorte la peur, et alors là, on n'est qu'un numéro, etc. Cauchemar de l'hôpital. Et le cauchemar de l'hôpital qui est encore pire. Et où c'est pareil. Et il a quand même une grande chance de rencontrer ce chirurgien à qui il va dédier son livre sur l'hôpital, parce que c'est quand même, sans cette rencontre-là, sa volonté n'aurait pas suffi. Alors, Gus Boffa revient de la guerre de 14-18, grand invalide à 65%, avec une vision du monde et de l'individu encore plus sombre qu'elle ne fut auparavant. Et là, Antoine Guillon, on entre dans une nouvelle ère de son parcours d'artiste, qui concerne non plus tellement sa philosophie de la vie, mais très directement sa pratique de dessinateur, le monde de l'édition et le monde de l'illustration, puisqu'il va être à l'origine, avec ce qu'on va découvrir, le Salon de l'Araignée, à quel d'ailleurs Emmanuel Polo du Lion a consacré un très beau livre publié aux éditions Michel Lagarde, livre lié à une exposition. Donc là, c'est un autre Boffa qui apparaît et qui est une sorte de révolutionnaire du métier d'illustrateur, et puis justement un homme qui invente un peu un nouveau rapport au livre. Voilà, alors c'est ce que je disais tout à l'heure en tout préambule de l'émission. C'est-à-dire qu'après la guerre, il y a des raisons vraiment, mais purement, et que vous décrivez très bien, purement socio-économiques. Le bourgeois ne sait plus où mettre son argent. Où est-ce qu'il y a une inflation terrible, plus rien n'a de valeur, et tout d'un coup on découvre un produit formidable qui s'invente, qui est le livre d'art, l'édition de luxe, donc des ouvrages tirés à très peu d'exemplaires et qui sont très chers et qui finalement n'ont de valeur que parce qu'ils sont très chers. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y en a peu, c'est très cher.
cher, donc c'est un bon placement, il y aura toujours des gens pour en vouloir. On a décrété que c'était le produit où il fallait placer son argent. C'est une mystification autoréalisatrice. Voilà. Mais c'est une chance extraordinaire pour des gens qui n'ont plus envie justement de travailler, tout bêtement. C'est-à-dire que Gus Boffet dira, et Dieu sait qu'il a beaucoup travaillé, mais il fait partie de ces grands travailleurs qui sont extrêmement feignants, et donc de ces feignants qui sont extrêmement travailleurs. Il n'a pas envie de devoir trouver des sources de revenus en allant placer ses dessins comme il peut, à faire des affiches pour des gens qui l'ennuient. Donc il a cette chance que ce marché émerge. Ça consiste à faire quoi? À prendre au départ dans des clubs de bibliophiles des grands classiques de la littérature et de les faire illustrer en principe par des grands artistes. L'idéal, c'est de faire Les Fables de La Fontaine par Gustave Doré, par exemple. C'est formidable, tout le monde l'achète, etc. Sauf qu'après-guerre, ce qui va se passer, c'est qu'une génération de jeunes, ou plus ou moins jeunes, puisque Gus Boffa, qui est le chef de file, a quand même déjà 40 ans à ce moment-là, des artistes contemporains vont être utilisés pour illustrer des auteurs contemporains. On a des livres de Macorlan illustrés par Gus Boffa qui sont tirés à 50 exemplaires, donc vendus l'équivalent de 5 000 euros maintenant, mais il y a un marché pour ça, donc tout ça est formidable. Et c'est peut-être une des raisons aussi paradoxales pour lesquelles Gus Boffa est inconnu maintenant, c'est-à-dire que s'il avait été édité à plusieurs milliers d'exemplaires, on les trouverait encore facilement chez les bouquinistes, par exemple. Maintenant, si vous voulez acheter aujourd'hui un livre de Gus Boffa de l'époque, il vaut mieux avoir le portefeuille bien garni. C'est-à-dire qu'il y a un second marché qui existe peut-être. Même si Jean-Louis Gauthier. Même si en euro constant, on s'aperçoit qu'en fait, les ouvrages n'ont pas augmenté. Ce qui fait que le calcul spéculatif était bien mauvais, puisque Les Fables de La Fontaine, qui était l'un des ouvrages les plus chers de Gus Boffa, puisque c'est un ouvrage qui compte je ne sais plus combien de centaines de gravures, un livre qui par ailleurs l'a un peu ennuyé. Je ne sais plus, il était vendu l'équivalent de 5 ou 6 000 euros à l'époque, et c'est encore le prix autour duquel on le trouve aujourd'hui. Et je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on est de nouveau en train d'expliquer aux gens que le livre de luxe, c'est un bon placement vu la crise. Donc, mais il faut dire aussi que le livre d'art ou le livre de luxe, comme ça n'a pas d'importance la façon dont on l'appelle, a permis aux dessinateurs de sortir du petit ghetto des journaux illustrés, et ça leur a permis de dessiner ce qu'ils voulaient comme ils voulaient, parce que la clientèle était composée soit de vrais amateurs, des gens comme Carco, comme Macorlan étaient des gens qui connaissaient très bien le dessin, qui aimaient beaucoup ça, et qui étaient capables d'apprécier. Et l'autre partie de la clientèle, qui étaient les spéculateurs et autres, de toute façon, n'ouvraient pas les livres. Oui. Ils ne sont pas coupés. Des fois, on les trouve. D'ailleurs, ils ont plus de valeur s'ils ne sont pas coupés. Évidemment, c'est pour ça qu'ils ne l'étaient pas, d'ailleurs. C'est de surtout pas les lire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer que se dire livre d'art, donc il faut des grands artistes académiques, etc. Et c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que ce que Gus Boffa va expliquer à ses cadets, c'est ne vous laissez pas influencer, cherchez votre propre dessin et surtout faites de la caricature. Et alors là, je cite Gus Boffa, et vous, seule la caricature permet une création véritable, car non seulement elle laisse une grande liberté, mais elle oblige chacun à trouver son propre moyen d'expression quand il est capable d'en trouver un. En outre, elle fait à l'artiste pas mal d'ennemis, ce qui ne peut être accepté que par ceux qui ont le goût passionné de la liberté, et ceux-là, au fond, ne sont pas très nombreux. Alors là, on sent complètement la mentalité de Gus Boffa. Voilà. Plus on est seul, plus on est décrié, mieux c'est. Alors, il faut bien préciser qu'il emploie le mot caricature dans un sens très particulier. C'est par réaction contre les critiques qui expliquaient que Toulouse-Lautrec était un caricaturiste. Par caricature, Gus Boffa entend un dessin expressif, voilà, qui ne soit pas un dessin académique. Et c'est dans son idée, c'est que le dessin doit être la traduction de la personnalité de l'auteur, doit être une écriture, un style. Et c'est ça qu'il va encourager chez les jeunes. On va écouter Gus Boffa, d'ailleurs, nous présenter ce salon de l'araignée. Et le salon de l'araignée était un rêve que je gardais secrètement par-devers moi depuis longtemps, qui était de rassembler un certain nombre de camarades, d'amis, de dessinateurs que j'avais rencontrés à droite et à gauche, pour protester contre le mouvement tristement humoriste qui avait illustré les années précédentes. Et ça, l'occasion s'en est trouvée brusquement. On a fait une première exposition
qui nous a révélé au moins l'unité de ce salon, qui était faite des unités complètes. Alors chacun travaillait dans sa direction. L'essentiel, c'est que tout ça était plein d'efforts excellents et pouvait donner de très bonnes choses. Il y avait des gens qui disaient « Est-ce que je peux faire partie du salon ?» Je disais « Mais oui, exposez donc, je vous en prie, accrochez vos toiles. » Mais tout ça se faisait de tout seul. Le salon paraissait excessivement homogène et il était impossible d'inviter un type plutôt qu'un autre. Personne ne payait rien. Ça fait qu'il y avait toujours une petite note de quelques milliers de francs à régler à la fin de chaque exposition. Et ça a duré comme ça pendant 8 ans ou 9 ans. La dernière année, il s'est produit un accident fâcheux. Le salon a été en bénéfice au lieu d'être en perte. Et on a gagné 3 000 francs. On a distribué les 3 000 francs parmi les vendeuses qui se tenaient beaucoup de mal et qui étaient charmantes et qui étaient pour beaucoup dans le succès de ces ventes. Et puis on a sabordé le salon et on n'a plus parlé. Puis c'était le symptôme de la catastrophe, c'est que ce salon-là allait devenir, il avait eu beaucoup de succès dès le début, et il y avait un tas de snobs qui l'avaient pris en charge, mais il devenait quelque chose de catalogué, on l'attendait, les journaux, les revues dites d'art lui consacraient des numéros spéciaux, il y avait beaucoup de parlotte autour. C'est un salon qui devenait officiel. Et j'ai vu le moment où monsieur je ne sais plus qui était ministre de l'Instruction publique, allait venir nous inaugurer l'année suivante. C'était très 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 mauvaise voie. Alors je l'ai arrêté tout net. Voilà une archivina où Gus Boffa nous présente le Salon de l'Araignée, justement ce salon totalement novateur et avant-gardiste où les jeunes dessinateurs s'acheminaient vers une refondation et une nouvelle conception de l'illustration et du dessin dans ces années 1920-1930 en France. Alors on va terminer cette évocation de Gus Boffa, donc qui est liée à l'apparition d'un somptueux volume aux éditions Cornelius, Gus Boffa, l'enchanteur désenchanté, par 2 livres qu'il publie dans les années 30. Alors les années 30, donc qui suivent la crise économique de 29 qui bouleverse l'économie mondiale, naissance des ligues, tension sociale très forte en France avec le scandale Stavisky 1934, 1936 le Front populaire, ensuite évidemment la Seconde Guerre mondiale, donc période de crise, période de peur, période d'angoisse sociale très violente, d'affrontements politiques intenses. Boffa est là, c'est évidemment l'homme du Salon de l'Araignée, des très beaux livres illustrés, que ce soit évidemment Don Quichotte, Les Fables de La Fontaine. Bon, c'est quelqu'un qui fait œuvre de grand artiste, mais c'est également quelqu'un qui réagit comme véritable sismographe à la tension psychologique qui règne à ce moment-là en France. Et là, Jean-Louis Gauthier, il y a 2 livres qui sont très caractéristiques de cette noirceur, d'ailleurs noirceur dans le dessin, folie du trait chez Boffa, c'est Malaise,
qu'on peut d'ailleurs rééditer, lire sous une jaquette réédition Cornelius, et la Symphonie de la peur qui donne bien son nom. Donc là, c'est le noir du noir de Boffa. Oui, alors c'est très intéressant de voir en plus qu'au moment où la bulle spéculative autour du livre de luxe explose, Gus Boffa, outre le fait qu'il arrive encore à publier des livres de luxe, puisque ce sont des livres à tirage très limité, a l'audace de ne même pas chercher à produire des livres qui seraient les ultimes valeurs refuges. Non, il décide de devenir l'auteur de ses propres livres. Avant, il était l'illustrateur ou le commentateur des livres qu'il illustrait, puisque par exemple, sur Gulliver ou sur Candide, il pouvait apporter, avec son dessin, sa propre lecture critique des auteurs. Là, non, il devient vraiment l'auteur, et l'auteur presque, enfin, pour Malaise, sans texte. C'est-à-dire le seul texte, c'est le titre des dessins. Et ça, il faut quand même comprendre qu'à l'époque, sans être révolutionnaire, c'est quelque chose de très rare. Sur la Symphonie de la peur, il va beaucoup plus loin. Il présente ça véritablement comme une symphonie avec des mouvements qu'il numérote, etc. Et dans les deux, il met en scène une sorte de désespoir, de mélancolie. Je crois que c'est le terme d'ailleurs le plus approprié et pour cette période et pour Boffa. Une mélancolie très très forte qui est basée sur la désillusion, je pense, qu'il habite et qui va aller grandissante au fur et à mesure qu'il va vieillir, puisque là c'est un homme qui a 50 ans, mais surtout au fur et à mesure qu'il va voir que la bêtise humaine reproduit toujours les mêmes conséquences à partir des mêmes effets. Alors là, Antoine Guillot, si on essaie de décrire un petit peu un livre comme Malaise, les mots qui viennent à l'esprit, c'est non pas blanc mais blême, c'est non pas noir mais charbonneux, il y a 1001 nuances de gris, sans faire de jeu de mots. C'est un univers bouché, paranoïaque, kafkaïen, on pourrait le dire, au bon sens du mot. Et en même temps complètement anodin. C'est ça qui est très troublant. Et très quotidien. C'est-à-dire ça le côté Macorlan. On est dans le fantastique social de Macorlan, voilà. C'est-à-dire qu'on a des situations de la vie de tous les jours et qui sont pourtant d'un désespoir absolu. On a un homme assis au bord de son lit vide. On a un homme assis à un café devant une rue tout aussi vide. Un couloir d'hôtel, personne. Et tout d'un coup, ce couloir fait penser à un livre aussi très très beau et très important de Gus Boffa qui s'appelle Synthèse littéraire et extra-littéraire, où il fait des portraits synthétiques d'écrivains et de leur œuvre. Et pour Edgar Allan Poe, il va montrer un couloir avec des portes qui ouvrent sur des portes, qui ouvrent sur des portes, et un personnage terrifié au milieu. Et ben, là, il y a encore quelque chose de fantastique ici. Quand on est dans Malaise, on est dans des situations de la vie de tous les jours, mais vues par quelqu'un qui n'a plus aucune illusion et qui ne voit que ce qu'il y a de plus désespérant dans l'homme. Et le tout avec un dessin, moi, c'est un de ceux aussi par lesquels on a redécouvert Boffa, qui encore une fois donne l'impression d'être fait d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas, contrairement d'ailleurs à ses collègues du Salon de l'Araignée, quand on regarde le livre très beau livre d'ailleurs, livre d'art lui-même qui accompagne une exposition qui a lieu en ce moment, ces dessins sont très beaux, mais nous semblent très datés de cette époque-là. Ce sont des dessins des années 20. Chez Boffa, on est dans quelque chose qui est tellement intemporel que les angoisses qu'on a là nous donnent le même cafard, et le cafard, c'est le mot avec lequel on désignait cette mélancolie dont vous parliez depuis la guerre de 14. Et là encore, on retrouve la guerre de 14 dans ce livre bien postérieur. C'est vrai ce que vous dites, au point qu'avec Emmanuel, on a hésité à faire naître Gus Boffa en 1960. Oui. Ça aurait été plus pratique pour expliquer ce dessin, ce trait si original. Malaise et la Symphonie de la peur se caractérisent aussi par autre chose, pas un changement de style, mais un changement de technique. C'est pas innocent parce que auparavant, il dessinait au trait, c'est-à-dire vraiment en noir et blanc. Alors, les originaux étaient au crayon, mais ils étaient destinés à être reproduits en noir et blanc, sans valeur de gris. C'est ce que voulait la clientèle des livres d'art. C'était aussi ce qui était plus facile. Alors, oui, la clientèle livre d'art, c'est encore un autre problème, mais il s'est beaucoup battu, je pense, avec ça, avec les attentes de ce public-là et avec aussi les moyens techniques. Ça, c'était fait en phototypie. Rapidement, c'est un procédé qui mêle, en fait, un procédé photographique et une impression type lithographique. Ça permet de reproduire à la perfection le grain du crayon, au point qu'on peut croire qu'on a affaire à un original. Et si je peux préciser, c'était un procédé qui était parfaitement méprisé par les amateurs de livres d'art. Tout à fait. Pour eux, ça n'est pas un procédé noble. Oui, c'est comme d'ailleurs Synthèse littéraire non plus. Il y a eu des essais en bois gravé au départ parce que le bois gravé était quelque chose a priori de plus noble que la technique
qu'a choisi Boffa. Donc, c'est très intéressant parce que ces valeurs de gris, elles viennent aussi enrichir le propos de Boffa. Les noirs, ils sont très profonds, mais il se passe des choses dans les noirs. Et il crée son propre labyrinthe graphique. Quand vous dites qu'à partir de rien, il arrive à faire éprouver beaucoup de choses, c'est aussi parce que ce trait au crayon, il permet, selon qu'il est plus ou moins appuyé, d'évoquer. Et le trait de Boffa, même s'il est revenu parfois à des techniques comme la gravure, etc., dans ses œuvres personnelles, qui sont pour la plupart faites en phototypie, c'est un trait qui a tendance à se simplifier, à s'alléger, à se structurer aussi sur des compositions très fortes, mais en laissant quelque chose de flottant comme ça. Et je pense que c'est très important dans l'ambiance. C'est pour une bonne part dans l'ambiance de ces livres. Et si je peux ajouter quelque chose, on termine avec vous, Emmanuel Polo-Dulian. Si vous prenez les eaux fortes de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, c'est exactement la même impression, la même. On termine cette évocation de Gus Boffa avec sa voix, donc toujours tirée de ce document INA, Le Bureau des rêves perdus, une émission 1954, où justement Gus Boffa témoigne de cette atmosphère de peur qui suintait dans la France des années 30. Et je n'ai pas eu envie d'écrire un bouquin s'appelant Malaise. C'était une série de notes prises d'un côté, une série de dessins, ou d'idées de dessins prises d'un côté, qui ont fini par se coaguler à un moment donné en quelque chose de sortable. La symphonie de la peur a été plus réfléchie, plus concertée, parce que c'est venu beaucoup après. Et puis qu'il y avait réellement, quand je l'ai fait en 1939, il y avait un état de malaise pathologique assez curieux en France. Ce malaise de peur collective, de peur médiévale, était une chose excessivement curieuse. Voilà, cette peur médiévale qui remonte de la mémoire humaine et qui était celle de la France des années 30, à la veille du conflit mondial et à l'époque des tensions politiques entre les ligues et le parti de gauche. Emmanuel Polo-Dulian, pour conclure. Alors pour conclure, je trouve que ce qui est exceptionnel avec Malaise et la symphonie de la peur, c'est que Gus Boffa part effectivement de son époque, mais il évacue totalement l'anecdote historique pour toucher des peurs qui sont constantes chez l'homme. Et moi, personnellement, je comparais Gus Boffa à un chanteur américain que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Townes Van Zandt, et qui était un monsieur qui était un maniaco-dépressif, qui avait eu beaucoup de problèmes. Et Boffa, comme lui, sont des gens qui sont allés très, 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 très loin dans la pénombre, dans les profondeurs de l'âme humaine, qui sont vraiment tombés très bas et qui, d'une certaine manière, du fait qu'ils ont vraiment fait table rase de toutes les illusions possibles, sont extrêmement réconfortants. Parce qu'ils vous font voir que, aussi profond soit le désespoir, il y a quand même la possibilité d'en tirer une œuvre d'art, il y a quand même la possibilité d'y survivre. Et pour moi, c'est un auteur qui me réconforte, qui me donne l'envie, le courage de continuer à vivre. Je ne le vois pas aussi pessimiste au fond qu'on le pense.